un des règnes de France le plus tendu. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première partie de la vie de Louis XVIII. Comme d'habitude, si vous aimez l'histoire, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, commenter et partager, ça m'aiderait énormément et merci à ceux qui le feront. Après les grands rêves révolutionnaires et les gloires napoléoniennes, le règne de Louis XVIII fait pâle figure et incarne le retour en arrière. Malgré tout, ce roi voltairien publie une charte constitutionnelle qui garantit les libertés individuelles et s'efforce de maintenir l'équilibre entre les ultra-royalistes et les libéraux. Un frère voltairien. Petit-fils de Louis XV et frère cadet de Louis XVI, le futur Louis XVIII est né à Versailles le 17 novembre 1755. Ayant le titre de comte de Provence, il est jusqu'en 1781 tant que son frère le roi n'a pas de fils, l'héritier au trône. À l'inverse de Louis XVI, il s'intéresse à la politique et soigne son image. Homme d'esprit et voltairien, il est partisan d'un despotisme éclairé où le roi gouverne presque seul mais dans l'intérêt du peuple. Pendant les états généraux de 1789, il se déclare favorable au doublement de la représentation du tierce, puis après les journées des 5 et 6 octobre, tente sans succès de se faire nommer lieutenant général du royaume, ce qui reviendrait à gouverner à la place de son frère. Contrairement au futur Charles X, précoce exilé, il ne prend le chemin de l'émigration qu'en 1791, le jour même de la fuite à Varennes, mais dans une autre direction que Louis XVI. Dès la mort du dauphin en 1795, il se saisit de la couronne de Louis XVII. Point de rupture donc, même en l'absence d'un trône pour affirmer la continuité royale. Durant ces années passées hors de France, Louis XVIII monte un réseau d'agents royalistes, multiplie les démarches auprès des Vendéens et même auprès de Bonaparte. Mais celui-ci lui aurait répondu en 1800 « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France, il vous faudrait marcher sur 500 000 cadavres ». Preuve d'une réelle intelligence politique, sa conception de la monarchie ne s'est pas figée et certaines de ses déclarations publiques font entendre qu'il est prêt à accepter en partie l'héritage révolutionnaire. Rappelé d'exil. Lorsque l'Empire est proclamé en 1804, Louis XVIII perd complètement l'appui des grandes puissances étrangères. Ce sont désormais plutôt les royalistes qui font figure de semeurs de troubles et leur cause semble désespérée. En 1807, le tsar Alexandre Ier signe avec l'empereur un traité d'entente à Tilsit et chasse Louis XVIII de Russie. Le roi sans trône se rend en Angleterre où il vit les années les plus difficiles de son exil. Il connaît alors les problèmes financiers, l'oubli, l'abandon progressif de ses serviteurs et les refus de secours d'autres souverains. Mais dès les premiers revers de Napoléon, Louis XVIII reprend son activité diplomatique. Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de l'empereur, comprend que le déclin de son maître est irréversible et saisit l'occasion. Il joue un rôle de premier plan dans le rétablissement du roi en exil. C'est à son initiative et avec l'appui de l'Angleterre que Louis XVIII parvient à s'imposer. Pourtant, en 1820, Louis est un roi obèse et presque impotent de 65 ans. Peu de prestance, aucun héritier, il incarne aux yeux de l'opposition la survivance d'un monde révolu. Jusque parmi les monarques coalisés contre Napoléon, son nom ne fait pas l'unanimité. Mais à qui confier en 1814 le pays libéré des abeilles? Appelé par le Sénat, Louis débarque à Calais le 24 avril 1814 et publie la déclaration de Saint-Ouen dans laquelle il garantit le maintien des libertés essentielles et d'un régime représentatif, la charte du nouveau roi. Le 3 mai, Louis XVIII entre dans Paris et balaye d'une main souveraine la constitution que le Sénat impérial croit pouvoir lui faire accepter. En échange, une charte est octroyée aux Français afin de leur faire comprendre que les concessions faites au pays sont librement consenties. Mot malheureux, certes, qui dit d'emblée les difficultés que Louis XVIII éprouve à accepter et à faire comprendre autour de lui la nécessaire adaptation au temps nouveau. La charte est pourtant d'esprit très libéral au regard des usages tardifs de l'Empire. Elle garantit les propriétés qu'on appelle nationales, l'égalité devant la loi et l'impôt, la liberté de la presse et la liberté de culte, bien que le catholicisme soit reconnu religion d'État. La charte confère au roi tous les pouvoirs dévolus au chef suprême de l'État, depuis le législatif et le commandement des forces armées jusqu'au contrôle de la haute administration. L'examen des lois n'échappe pas toutefois aux deux assemblées qui assistent le monarque, la Chambre des pairs et la Chambre des députés. Les membres de la première sont désignés par Louis XVIII, ceux de la seconde sont élus au suffrage censitaire, mais pour une population de 32 millions, le corps électoral ne dépasse pas 120 000 têtes. Il s'agit donc d'une monarchie constitutionnelle et non d'un régime parlementaire. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu. Si c'est encore le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, commenter et partager, ça m'aiderait énormément. Pour rappel, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Sur cela, je vous dis à la prochaine, à plus les amis.